C'est bon pour toi? Mhm. Est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation? Qu'est-ce que tu veux bien dire de toi? Et je te Mm. propose qu'on fasse un double entretien, comme on s'était dit. Là, la première partie, on va parler de toi en tant qu'analysante, si tu es d'accord. Oui. Qui es-tu? Comment veux-tu t'appeler? Alors, je m'appelle Inga. Je suis russe, géorgien. Euh, euh, C'est-à-dire que mon père est géorgien, donc j'ai un nom géorgien. Et, Mhm. et donc, ce qu'il faut savoir de moi, c'est que donc j'ai choisi l'analyse assez tôt comme ma profession. Et donc, voilà, je fais mon analyse, donc je l'ai faite depuis 2006. Mhm. Et donc, Tu nous appelles d'où? Donc là, au moment où je te parle, tu oui, habites où? je t'appelle de Moscou. Enfin, tu m'appelles à Moscou, plutôt. Donc, je suis à Moscou, voilà, à ce Ok. moment. Et tu es psychanalyste depuis combien de temps? Donc, je suis psychanalyste. Euh, c'est pas facile à dire parce que on s'autorise en quelque sorte de le dire donc au bout de quelques temps. Puisqu'il Hmm. n'y a pas de diplôme de psychanalyste, en tout cas à l'école à laquelle je m'appartiens. Et Mhm. donc, je me, je m'autorise à dire que je suis en analyse, donc je suis un analyste en formation toujours. Ouais, donc, depuis, on va dire, 6 ans, 7 ans. Ok. Et donc, depuis 6 ans, 7 ans, tu as un cabinet à Moscou Mhm. et tu es toi psychanalyste et tu reçois des patients depuis ces dernières années, c'est ça? Euh, je suis revenu donc de la France. Donc, je suis revenu à 2016. Et depuis 2016, donc, je me suis installé en tant que psychanalyste à Moscou. Et à Ok. Paris, j'avais un cabinet aussi, donc, partagé avec des collègues. Donc, je recevais euh, un petit peu aussi des patients. Ok. Est-ce que Inga, tu peux me ramener au tout début? Quel a été le déclic pour toi pour commencer une analyse? Hmm. C'était à quel âge déjà? Tu avais quel âge? Donc, c'était 5e année de l'université. J'avais 22 ans. Et, euh, Mhm. et donc, j'étais quand même à l'université donc, où j'étudiais la psychologie, on va dire, euh, En France? à Moscou. À Moscou. Mhm. Et donc, j'ai rencontré donc l'analyse avec un des cours d'un prof donc, à l'université à 21 ans, je crois. Et dans un an, j'ai commencé donc moi-même à aller voir un psy parce que, c'était assez compliqué parce que les psychanalystes, donc les Kenyans que j'ai choisis, euh, il n'y avait pas beaucoup à Moscou, enfin, notamment, il y avait quelques personnes. Et donc, il y avait une personne qui est venue de l'étranger et qui parlait russe et qui s'est installée donc, à Moscou. Et dès que j'ai appris ça, donc je suis allé la voir avec Et l'idée, pourquoi? oui, oui, Ouais. avec, Pourquoi t'es allé la voir? avec l'idée, alors, c'était une psychanalyse, comment on dit, didactique, mais j'avais quand même, mes symptômes depuis un moment et dont je souffrais. Ouais, donc, je suis allé voir un psy aussi avec une souffrance et lié donc à ce moment-là, c'était assez précis quand même parce que donc mon père était malade. Il était malade depuis 2 ans. Donc au moment où je suis venu voir un psy, et donc Hmm. une maladie très complexe et grave, une maladie de nerfs. Donc Mhm. je sais pas comment appeler ça en français. Bon, la Ok. maladie au
on a passé beaucoup de temps pour savoir ce que c'était. Donc, à tel point, c'était au début énigmatique. Et donc, il était mal. Il était très mal. Donc, il perdait ses forces, ses facultés de marcher. Donc, voilà. Et donc, c'était dur. Et enfin, dur à supporter aussi. Et enfin, je suis venu, on va dire, tu vois, je suis venu voir un psychanalyste, mais je voulais une psychothérapie au sens de soulager enfin, mes angoisses, ma souffrance, donc mes sentiments par rapport à ce qui se passait avec lui. C'est comme ça que je commençais. Et donc, puis, assez vite, on a retrouvé d'autres enfin, on va dire, symptômes plus personnels, plus intimes, tu vois. Donc toi, tu commences une psychanalyse didactique. Didactique, ça veut dire que c'est qui a objet, dont l'objectif est de transmettre pour devenir analyste. Et tu te mets à explorer. Tu parles de symptômes. Est-ce que tu sais m'en dire quelques-uns? C'est quoi pour toi du coup un symptôme? Parce que là j'entendais que ton père étant malade, ton symptôme c'était de l'anxiété, si j'ai bien compris, ou est-ce qu'il y avait une façon de s'exprimer ce symptôme particulière? Oui, donc du coup, quand je dis un symptôme, donc je veux dire une certaine souffrance, enfin quelque chose qui se répète dans ta vie, qui te fait souffrir, donc un truc que tu portes avec toi et qui est, de temps en temps, tu fais avec, de temps en temps, donc tu peux plus, tu peux plus faire avec, quoi. Donc tu peux plus te sortir donc toi-même. Tu as besoin d'un autre pour en parler au moins. Et donc, c'était, enfin, j'ai du mal, j'ai pensé à ça, j'ai du mal à ressaisir ou à nommer exactement donc l'état qui m'a envahi à ce moment. Donc l'angoisse certes, mais une sorte de dépression plutôt. Donc je crois que j'ai été un peu dépressif, enfin un peu ou beaucoup. Par exemple, je mangeais pas, tu vois. Donc c'était une période un petit peu anorexique, mais je l'ai réalisé après coup, pas à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je dis mais tout, enfin tout le mal de ma vie s'expliquait par cette affaire du père, tu vois. À ce moment. Et après, quand je commençais à parler, on a retrouvé des moments donc bien avant, ce qui me faisait souffrir, tu vois, lié au père ou pas que lui. Voilà, et donc, mais le moment Et est... justement, justement, si on sort de ce moment initial et qu'on essaye, rappelle-moi le nombre d'années en tant qu'analysante, du coup. Et donc, avec cette personne, donc, je commençais à Moscou, puis au bout de 2 ans, elle est partie du pays, donc je suis resté seul. Enfin, je suis resté seul. Bon, ça ressort tout seul, quoi. Et donc, j'ai retrouvé un autre psychanalyste, cette fois-ci en France, dans 6 mois, on va dire. Et donc, si je commençais en 2006, bah là, je me considère un analyste toujours, donc 16 ans. Ok. Et si tu regardes ces 16 ans en essayant un peu d'y noter les quelques ou les 2 nœuds principaux intimes que la psychanalyse t'a permis d'étudier, de dénouer. Et je sais que la question est pas simple et que je t'invite à simplifier, à réduire. Mais si tu devais en sélectionner 2 importants sur lesquels tu aimerais mettre des mots, ça serait lesquels? Donc il y a cette affaire du rapport à l'autre, donc du rapport sexuel, on va dire, du rapport sexuel au sens large. Donc le rapport à partenaire qui n'allait pas du tout. Et donc c'est une des raisons de mon départ de la Russie. Donc c'était aussi ça, c'était de couper physiquement avec un partenaire super mauvais que j'avais à l'époque. Donc c'était ça, et donc
j'avais pas à faire un couple stable, tu vois, à choisir un bon partenaire. Donc, c'est toujours les hommes impossibles de toutes les sortes. Mmh. Donc, c'est-à-dire soit ils étaient occupés par autre chose que moi, ou alors drogués. Donc, bon, voilà, les personnes comme ça. Mmh. Et donc, avec l'analyse, déjà, donc en France, j'ai choisi un partenaire qui était un peu mieux. Là, s'il va écouter ce podcast, il va être vexé, mais bon. Donc, il était, il était mieux que les autres, on va dire ça comme ça. Mais pas un homme idéal. Bon, mais ça allait, donc ça a duré 3 ans et demi, donc je crois, ce rapport. Donc, je faisais mon analyse en parallèle, donc avec ce rapport, cette relation avec cet homme. Mmh. Et donc, mais quand même, je crois que un vrai déclic, donc, c'était la séparation avec ce partenaire qui était un petit peu forcé de son côté, mais quand même, donc, moi, j'ai pris la décision aussi. Et puis, donc, le fait que le prochain partenaire que j'ai retrouvé, il était pas du tout comme les autres. Au sens, c'est quelqu'un qui voulait de moi, c'est quelqu'un qui a fait un effort pour être avec moi, tu vois, donc vraiment au contraire, quoi. Et si avant, donc l'analyse, je n'acceptais pas ça, je voulais pas les partenaires qui veulent de moi, tu vois. Donc, je choisissais ceux qui s'en foutaient un peu. Et donc là, j'ai pu accepter ça et enfin, avec la joie, on va dire. Donc ça, je crois vraiment que ça, c'est l'analyse, enfin, c'est ce travail analytique qui m'a permis de faire ce renversement, tu vois. Et alors, est-ce que tu saurais m'expliquer, imagine, on rencontre quelqu'un qui ne connaît rien à la psychanalyse, qui t'écoute là et qui se dit, ok, donc elle s'est allongée sur un divan régulièrement et elle est passée de je ne m'intéresse qu'aux hommes toxiques pour moi ou qui ne s'intéressent pas à moi ou qui n'ont pas du temps ou de la volonté pour moi et au fur et à mesure de ces blablas sur le divan, elle devient une femme qui est ouverte à quelqu'un d'autre. Comment ça a marché, en fait? Qu'est-ce qui se passe sur le divan pour que ça te change, toi, aussi intimement? Je peux essayer de répondre parce que c'est complexe aussi, mais oui. Je crois que c'est ma propre position en tant que femme qui changeait. Et donc, qui a permis de rencontrer un autre type de partenaire, si tu veux. Donc, ce qui a changé ma position, c'est le fait que petit à petit, donc tout au long de ce cours, j'ai commencé à me décaler des identifications qui venaient, tu vois, genre, une femme, elle doit souffrir, par exemple, tu vois. Donc, j'avais ça. La femme, c'est quelqu'un qui souffre. Ou, je sais pas, la femme, c'est quelqu'un qui doit être belle pour qu'on paye pour elle, par exemple, tu vois. Des choses comme ça. Donc, des affirmations qui marchent toutes seules dans ton inconscient, qui vient du discours, de la famille, je sais pas, de ma mère, des livres que je lisais, tu vois. Donc, c'est-à-dire, tu te crées une version féminine qui n'est pas, qui peut marcher, hein, mais qui n'est pas tenable. Au sens, tu peux pas être cette femme en ayant un bon rapport avec ton partenaire, tu vois. Et du coup, si je comprends bien, Inga, c'est que au fur et à mesure, en faisant émerger ces pensées limitantes, ces croyances récurrentes, en mettant des mots dessus, c'est-à-dire, je réponds à ta place, hein, tu me dis si ça résonne pour toi, mais en découvrant qu'elles étaient existantes, en mettant des mots dessus, en voyant leur puissance et leur impact sur ta vie,
tu as donc pu en choisir d'autres ou les remercier et changer de croyance, c'est ça? Et c'est comme ça que tu as pu te repositionner en tant que femme? Oui, sauf que il y a, il y a un pas de plus, si tu veux. Donc, c'est-à-dire, au bout de moment, tu comprends que tous ces identifications, tu, tu peux jouer avec, tu peux faire semblant de temps en temps, voilà, tu es telle femme ou telle femme ou telle femme, mais la vraie réponse, elle est beaucoup plus profonde. Donc, du coup, il y a pas d'une version féminine, quoi. Mais il y a des versions, donc tu peux t'en servir. Tu peux t'en servir, donc, et évidemment, avec ton partenaire, c'est beaucoup plus profond. Hein. Donc, il te connaît aussi au-delà de, enfin, de la féminité, quoi, on va dire. On est amis aussi, on est, tu vois, on est des proches, on est des collègues, en l'occurrence, tu vois. Mais voilà. Donc, la féminité, c'est quelque chose qui, qui est souple, et qui doit euh, te servir à quelque chose au lieu de t'écraser, tu vois. Si c'est pas une bonne version. Et donc, t'es allé à la rencontre de tes féminités. J'ai presque l'impression qu'il y en a plusieurs. Oui, oui, oui. Enfin, la féminité, oui, c'est des versions que tu peux avoir, Si, bah, pour ça, il faut pas te prendre trop au sérieux, j'ai envie de dire, tu vois. Et en tant que femme aussi, tu vois. Donc, genre, je suis la femme. Enfin, non. Et heureusement, tu vois. Donc, Et alors, qu'est-ce qui t'a attiré en France et ma question est double. C'était quoi ton lien avec la France? Et j'ai l'impression que c'est aussi en France que la psychanalyse s'est enracinée en toi aussi. Oui. La France, c'est parce que donc la psychanalyse qui m'intéresse, donc c'est la psychanalyse française, c'est la psychanalyse lacanienne. Et donc du coup, donc l'école lacanienne, elle est aussi, elle est à Paris, donc elle est en France, elle est aussi dans les autres pays. Mais donc Lacan, il écrivait en français. Et donc c'était absolument nécessaire d'apprendre le français pour pouvoir lire l'original, tu vois, parce que sa langue elle est super complexe. Bon, donc il faut la traduction, c'est déjà on complique encore les choses, si tu veux. Donc lire Lacan en original, donc c'est ça, c'est un avantage. Donc tu viens en France pour te rapprocher de la psychanalyse lacanienne et de Lacan. Oui. Ok. Oui. Et du coup, il y a un groupe Facebook des auditeurs et des auditrices de ce podcast. Donc je leur ai laissé un petit message en disant, j'ai la chance d'interviewer une analysante psychanalyste russe. Qu'est-ce que vous aimeriez que je lui pose comme question? Et quelqu'un se demandait quand est-ce que la psychanalyse s'est implantée en Russie. Toi, tu saurais dire? Bonne question. Écoute, il y a plusieurs étapes. Hein, donc ça a commencé même avant 2000. Et donc, mais à mon époque, donc je peux parler de ce que moi j'ai vécu. Donc c'était avec Judith Miller, qui était la présidente du Champ freudien, donc qui est venue en Russie, un petit peu comme ça, sans lien direct, tu vois. Donc, qui a commencé à chercher aussi les personnes qui s'intéressent, qui lisent Lacan, les intellos, tu vois, bon, peut-être les philosophes ou les psychologues, et donc, qui a créé petit à petit un groupe du Champ freudien, donc russe, en Russie. Et puis, donc là, c'est plus compliqué. Donc, on a une autre école, donc New Lacanian School, dont donc moi, je suis membre, par exemple, et qui travaille aussi donc avec les Russes. Hein. Mais c'est tout récent. C'est tout récent, donc il y a très peu de... il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, qui lisent Lacan, des philosophes aussi, mais il y a très peu de psychanalystes lacaniens qui reçoivent, tu sais combien vous êtes aujourd'hui à Moscou? Je peux te donner le nombre à la louche. Je peux te donner le nombre des membres de l'école. Donc, on est 6.
dans toute la Russie. Donc, Novosibirsk, Saint-Pétersbourg et Moscou. Donc, on est 6, quoi. Tu vois? Ok. Et donc, oui. parce que la suite de la question de Ronan, l'auditeur, c'est est-ce que les années russes ont laissé des traces dans les pratiques, les années URSS, pardon, ont laissé des traces dans les pratiques. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, la psychanalyse est naissante en Russie, donc à l'époque de l'URSS, elle n'existait pas, ou en tout cas, elle n'était pas pratiquée en Russie. T'en penses quoi? Écoute, ça, il faut voir l'histoire parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais de toute manière, donc, dans cette forme, comme elle existe aujourd'hui, entre nous en tout cas, donc ça n'existait pas. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire avec une école, avec quand même un soutien, tu vois, de nos collègues français, considérable. Donc, mais donc c'est assez récent. Oui. Du coup, toi, tu viens en France. Et donc tu trouves un analyste avec lequel tu fais ton analyse en russe, du coup? En français. Non mais attends, alors, je suis désolé, mais Inga, honnêtement, ton français est incroyable. Et toi, donc tu débarques en France, tu parles un petit peu français, j'imagine, et tu arrives à être en analyse en français. Je peux te raconter une anecdote ici, si tu veux. Donc, je viens voir mon psy pour la première fois. Je débarque. Donc, je dis, je suis Inga, je suis russe. Je veux faire je ne rappelle plus. Bon, donc c'était genre 2-3 phrases, tu vois. Et j'ai appris le français donc à Moscou. Je l'apprenais depuis 2 ans ou 3 ans, jusqu'à ce moment. Je pensais que je parlais, tu vois. Mais là, je viens, je comprends que je peux rien sortir. Et c'est horrible parce que je souffre en plus, tu vois. Donc, je veux parler. Il me manque des signifiants. Enfin, je n'ai pas des bons signifiants, des mots, tu vois. Et ce qui a fait que, donc, le psy en question, il me dit, c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Il me donne, l'adresse des cours du français, donc pas loin de chez lui, tu vois. Donc, il me dit, voilà, donc allez là-bas. Et donc, j'ai commencé à aller là-bas et j'ai continué à venir le voir. Et donc, à force de ne pas pouvoir parler, j'ai commencé à rêver, mais c'était des rêves de dingue, tu vois. Mais des rêves du transfert tout de suite, tu vois. Avec ça. Les participations. Tu voulais l'assassiner ou lui faire l'amour? Deuxième chose. Ou les deux? Deuxième chose. Ok. Et donc, c'était un rêve inaugural. Comment dire ça? Le premier rêve donc que je fais, c'était un rêve où effectivement donc du transfert, mais qui disait beaucoup justement de ma position féminine, tu vois. Et donc je l'ai même raconté à un des colloques, donc j'ai donné ça comme exemple, tu vois. Donc ce petit morceau de l'analyse, du début de l'analyse. Donc c'était 3e jour, 3e rendez-vous. Et donc il me dit mon psy, allez vous allonger sur le divan. Donc, c'est-à-dire, à force, tu vois, de ne pas pouvoir dire un mot, mon inconscient a commencé tu vois, à bouger super fort, quoi. Et au début, tu disais quoi sur le divan? Tu parlais russe ou tu mélangeais des mots français et russes? Tu faisais comment le temps d'apprendre le vocabulaire? Je parlais français, donc avant les séances, de temps en temps, tu vois, je traduisais les mots pour pouvoir les dire. Mais bizarrement, tu vois, mais c'est ça l'inconscient. Enfin, elle commence à parler la langue, par laquelle tu es obligé de passer pour transmettre quelque chose, tu vois. Et donc, du coup, les rêves, par exemple, donc c'était les rêves en français presque tout de suite, tu vois, avec des signifiants en français. Et donc, j'ai utilisé ça aussi pour pouvoir parler. Donc, non, mais c'était dur, hein, c'est super dur au début. Mais ouais, à ton avis, enfin, moi je suis un peu curieux de comprendre
pourquoi ce choix? Donc, je comprends que tu viens en France pour te rapprocher de la psychanalyse lacanienne. Je comprends que tu as le souhait d'apprendre le français, mais il n'était pas nécessaire, entre guillemets, de commencer une analyse en français. Tu aurais pu trouver le temps d'enrichir ton vocabulaire ou d'être en capacité de t'exprimer plus confortablement, peut-être un psychothérapeute parlant russe, ou peut-être qu'il existe à Paris des analystes parlant russe. Il y avait une personne à cette époque, donc une personne, un analyste donc qui parlait russe. Il était français, mais le fils des émigrés, je crois. Donc, et je pensais à ça, mais je voulais faire mon analyse avec l'analyste que je choisis. Donc, lui, malheureusement, il ne parlait pas russe. Et donc, je devais faire un effort parce que c'est un transfert déjà. Donc, si tu veux, le rêve qui est sorti si vite, c'est parce que je suis déjà venu avec un bon transfert. Donc, je l'ai choisi, ce psy. Je voulais faire avec lui. Et j'ai insisté. J'ai vraiment insisté. Donc, j'étais obligée d'apprendre la langue, là, tu vois. Mais c'était plutôt ça. C'est-à-dire, c'était important aussi. C'était important par rapport à mon choix des hommes, tu vois. Donc, je choisissais aussi les hommes, genre, puissants, blablabla. C'est les hommes qui m'attiraient. Et donc, ce psy-là en question, donc, c'est un homme comme ça. À l'époque, je le voyais comme ça. Et donc, c'était un choix décidé. Ok. Tu vois. Ouais. Et alors, on a parlé quand on regarde toutes tes années d'analyse, on a parlé d'un premier nœud qui est la féminité, le rapport à l'autre, le rapport à la sexualité. Oui. Est-ce que tu en vois un autre? Et c'est pas du tout obligatoire, hein, l'enjeu c'est pas qu'on fasse une liste, mais est-ce qu'il y en a un autre important que tu aimerais partager? Oui. C'est un symptôme de longue date et donc qui était enroulé par un mythe, des mythes même, on va dire. Donc j'avais de bonnes difficultés pour parler quand j'étais petite. Donc là, ça reste un peu, mais ça n'a rien à voir avec ce qui était dans mon enfance. Donc, une sorte de logonivrose, super féroce, tu vois. Donc, c'est-à-dire, j'avais du mal à parler, comment dire, littéralement, tu vois. Donc, Est-ce que c'est du bégaiement? Oui. Sorte de bégaiement. Donc, et les gens ne me comprenaient pas, tu vois. Donc, les gens parlaient à ma place pour pouvoir que je parle plus vite, tu vois, etc. Et donc, et le mythe, c'était que donc à l'âge de 3 ans, mes frères m'ont donné un coup sur la tête, un truc comme ça. Et donc, j'ai eu peur. Donc, c'était un choc. Et à partir de ce moment-là, donc, voilà, ça a commencé. Et puis, t'imagines même pas combien de fois, quel sens j'ai essayé de donner à cette histoire, tu vois, de me rappeler, parce que je ne me rappelle de rien, évidemment, tu vois. Donc, c'est une histoire qu'on me raconte, qu'on m'a raconté donc, par ma mère, mon père, etc. Et j'ai essayé de tourner dans tous les sens, mais voilà. Et rien, quoi. Je pense que ça n'a pas de sens. C'est un événement traumatique, tu vois. On a tous des événements traumatiques. C'est un événement traumatique qui s'est soldé par ce symptôme, tu vois. Et il n'y a aucun sens à donner, il n'y a aucune interprétation possible. C'est juste, voilà, c'est le cas. Hein, et donc, et après, donc, j'ai trouvé ce truc pour en parler. Donc, je dis, sur ma parole, il y a une cicatrice. Donc, c'est-à-dire que la parole, elle reste atteinte ou touchée donc, par cet événement. Mais voilà, c'est assez, c'est cicatrisé, quoi. Donc, ça reste. Alors, qu'est-ce que tu... Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends de ce nœud? Moi j'entends qu'il y a un mythe
en fait, tu as écarté l'hypothèse que médicalement le coup ait pu affecter ta capacité à parler. Oui, c'est oui, ça oui. que je comprends. Oui. C'est que ça n'est pas lié. C'est un mythe. Et donc, qu'est-ce que la psychanalyse a fait pour te redonner la liberté de parole? Je sais pas si c'est comme ça que t'aimerais que je le dise ou autrement. Qu'est-ce que ça a fait sur ce nœud, concrètement? Bah, quand je suis venu le voir, donc déjà, ça a beaucoup amélioré. Ça a beaucoup amélioré, d'ailleurs, à partir du moment où je commençais à m'intéresser aux hommes. Donc ça aussi, c'est quand même lié à les premières choses dont je parlais. Et bah, c'est pareil, donc c'est-à-dire tu cherches un sens, un vrai sens, la réponse, tu vois, ce qu'on fait en analyse. Donc on vient parce qu'on veut retrouver la vérité. Et donc, comme s'il y en a une, tu vois, alors qu'il y a des événements où il n'y a aucun sens, aucune vérité, c'est passé comme ça. Enfin, il arrive que dans la vie, il se passe des choses. Donc Lacan appelle ça le réel, tu vois. Donc on raconte le réel, qui est... Bah oui, mais je t'entends dire, excuse-moi de t'interrompre, mais je t'entends dire le contraire. Tu as bien noté que ta parole se libérait, plus tu t'intéressais aux hommes. Je sais pas si le sous-texte, c'est plus tu avais des rapports romantiques ou sexuels avec des hommes, et plus ta parole se libérait. Oui. C'est du coup, ça a pas l'air d'être un hasard total. C'est-à-dire que, enfin, le truc musical, donc par exemple, donc le coup, je sais pas, le choc, donc machin, musical, qui peut expliquer l'affaire. Hein, donc, et puis il y a autre chose parce que ma mère bégayait, tu vois, par exemple, tu vois. Donc, et ça, j'ai pas pensé à ça, enfin, avant de venir en parler en analyse, bizarrement d'ailleurs, alors que c'est quand même lié, tu vois. Mais même ça, tu vois, donc d'accord, il y a ça, donc il y a, je sais pas, peut-être l'affaire de la famille, comment ça s'est passé qu'on a laissé la petite fille donc avec ses frères, blabla, bon. Mais tout ça, ça change rien. Je veux dire, il y a un reste, la cicatrice, donc c'est la nomination que je trouvais pour, enfin, pour nommer ça, pour ne pas donner un sens, parce qu'il n'y a pas de sens, mais pour, pour donner un nom, quoi, tu vois. Et donc, j'ai ça, je l'aurai toujours, mais voilà, donc avant, je ne pouvais pas parler, par exemple, au public, tu vois, parce que effectivement, c'était douloureux, blablabla, on nous regardait. Voilà. Donc là, ça reste un peu difficile, mais voilà. Donc je le supporte, si tu veux. Donc avant, c'était insupportable, et là, je peux le supporter. Et même avoir un plaisir de parler et de voir les gens, les visages, voilà, de transmettre quelque chose, tu vois. Donc ça a complètement renversé. Et ça se passe comment pour toi, là, ce podcast? Super. Non, mais justement, j'ai beaucoup de plaisir, tu vois. Et même de m'entendre parler, tu vois, de la voix aussi, tu vois. Après, je vais l'écouter, je sais pas ce que je te dirais, mais pour l'instant. Bon, personne n'aime s'écouter. Oui, mais donc toi, ça. Ce que j'entends, c'est que tu fais pas un lien direct entre ta recherche de féminité, qui je suis en tant que femme, et peut-être du coup qu'est-ce que je dis en tant que femme. Tu fais pas le lien entre justement ces différentes féminités et cette parole de femme que tu te cherches et ta capacité à laisser les mots sortir. C'est intéressant. Je crois que je le fais, mais enfin, je peux pas l'expliquer, tu vois, comme ça. Mais oui. Enfin, je trouve ta remarque franchement même riche. Ça donne à penser. Est-ce qu'aujourd'hui tu es encore en analyse du coup? Parce que je comprends que tu es à Moscou et que tu te considères. Tu as dit que tu es encore en analyse, donc tu as un analyste à Moscou. Non, mon analyste il est en France. Mais je me considère en analyse parce que je l'ai pas fini. Et justement, donc si on revient à la dernière séance, donc ma dernière séance, elle est pas encore faite. Enfin, elle est pas encore faite. Et je me considère en analyse alors que bon, il y a 2 ans, donc on va dire ça comme ça.
ma dernière séance jusqu'à aujourd'hui, c'était il y a 2 ans. Donc, décembre 2020. Et, et donc, je sors du cabinet et donc je dis à mon psy, est-ce que je peux revenir demain? Parce que quand je venais, donc je venais tous les jours. 2 fois par jour, pardon. 2 fois par jour, donc je venais faire des séances. Donc, d'accord. Ce que je comprends, c'est que tu venais en France pour des courts voyages voilà, c'est ça. de quelques semaines ou oui. d'une semaine? 1 ou 2 semaines, oui. Ok. Tous les mois, tous les 3 mois? Tous les 3 mois, oui. D'accord. Et dans ces cas-là, tu allais le voir tous les jours pendant 2 semaines, tous les 3 mois. C'était comme ça que ton analyse se faisait entre Moscou et Paris. Depuis 2016, oui. Parce que 2010, donc de 2016, je venais juste tous les jours. Enfin, tous les jours, ça veut dire 5 jours par semaine. Et quand je suis partie, donc, quand je suis partie, donc, c'est les allers-retours. Et donc, je venais 2 fois par jour. Donc, c'est-à-dire que je faisais 10 séances, je sais pas, 20 séances par voyage, quoi, on va dire. Et, oui. Non, donc on est en décembre 2020, voilà. juste avant le premier confinement. Et tu lui dis, est-ce que je peux revenir demain? C'est ça? C'était non, attends. Ah, ça me vient là. Donc, on est vendredi et je pars genre samedi soir, tu vois. Et donc, samedi, il ne reçoit pas. Mais il me dit, est-ce que vous venez demain? C'est lui qui me dit ça, je crois. Et je dis, je peux pas parce que, je sais pas, donc j'ai un séminaire de l'analyse, justement, donc de psychanalyse où je présente quelque chose, d'ailleurs, je crois. Ah, peut-être je me trompe, mais voilà. Et là, il me dit, alors, c'est fini. Et il ferme les portes. Et je sors. Et oui, il faut ajouter ça. What? Parce que toute la semaine, je parlais du fait que je suis plus malheureuse. Et donc, si je viens en analyse, c'est parce que donc je suis analyste. Il faut être analysé, etc. Mais je suis plus malheureuse. Et donc, j'essaye de comprendre effectivement qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais dans le cabinet? Est-ce que voilà, donc il faut penser déjà à la fin, tu vois. Donc j'ai parlé donc toute la semaine et puis vendredi soir, alors c'est fini, tu vois. Et donc je sors et je me demande est-ce que voilà, je dois prendre ça comme une intervention? Est-ce que c'est fini pour je sors, je dis non, mais c'est fini pour cette fois-ci. Genre, je rigole, mais lui, il rigole pas. Il rigole pas. Et donc voilà, la dernière phrase que j'ai entendue de mon psy. Alors, c'est fini. Okay. Donc. Ouais, ok, vas-y, mais donc du coup, toi, t'es rentré à Moscou et depuis, il ne te reparle plus? Si, on s'écrit, mais pour les affaires, parce que donc. Je fais partie de cette école et donc lui aussi, et on s'écrit pour des affaires de l'école, tu vois, de psychanalyse. Mais oui, je lui écris 2 ou 3 fois. Une fois, j'ai décrit mon rêve. Et deuxième fois, donc j'ai écrit un petit morceau de mon cas, donc de ma propre analyse, une anecdote aussi, que j'ai déplié avec les termes analytiques, voilà, donc sur la féminité justement. Et je lui envoie ce texte. Donc je lui dis, voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Donc il me dit, il faut publier ça. Et je l'ai publié. Voilà, donc et en français et en russe après. Mais c'est un petit morceau. C'est pas du tout la fin, tu vois. Mais alors du coup, j'essaie de comprendre. Il ne t'a, en tant qu'analysante, il n'y a pas eu d'autres communications. Et j'imagine que et tu n'es pas revenu à Paris et tu n'as pas réessayé de prendre une séance, c'est ça? Je suis pas revenu à cause du Covid parce que je devais revenir. Je voulais pas revenir par contre dans 3 mois comme ça s'est passé avant. Je me dis voilà, je vais attendre 6 mois. Si dans 6 mois donc j'ai des choses, j'élabore quelque chose. Voilà, je viens donc peut-être je vais aller vers la fin.
Enfin, peut-être je me trompe complètement, donc je sais pas. Mais il faut que je lui parle, évidemment, de tout ça. Et ça, voilà. Donc, 2 ans du confinement, et là, j'aurais dû venir le 6 mars. Et tu sais ce qui se passe, hein, et donc c'est pas possible. Et voilà, donc j'attends. Je trouve cette façon de faire, je juge cette façon de faire très violente. Euh, alors c'est malheureux, mais moi toutes les histoires que j'entends sur les psychanalystes lacaniens, c'est vraiment eux qui décrochent le pompon à chaque fois de trucs qui me laissent un peu. Donc je suis assez surpris, mais tout aussi surpris je suis, et je sais pas pourquoi je me mets à parler en tant que Yoda, mais je suis aussi très surpris par les séances de 5 minutes où en gros j'entends où t'arrives, tu t'allonges sur le divan, tu dis j'ai mangé un chou-fleur et hop il dit c'est terminé, tu payes autant et tu restes avec ton j'ai mangé un chou-fleur. Bon pardon, je pousse un peu au ridicule, mais comme toi tu es psychanalyste lacanienne et que tu es là du coup, qu'est-ce que en tant qu'analysante, je vais te demander une double question. La première c'est en tant qu'analysante, qu'est-ce que tu penses de cette dernière séance? Et dans le terme dernière en français, il y a une double signification. Ça peut être la dernière, c'est-à-dire celle la dernière déroulée, la dernière qui s'est passée. Et ça peut être aussi entendu comme la dernière, comme la finalité. Donc pour toi, ta dernière séance, qu'est-ce que tu en penses en tant qu'analysante? Et après, j'aimerais ton regard comme si tu n'étais pas toi et ton regard de psychanalyste. Bah, justement, c'est les deux en même temps que j'ai éprouvé en tant qu'analysante et en tant qu'analyste moi-même, tu vois. Donc, je l'ai tout de suite jugé, on va dire, comme analyste, tu vois. Et donc, en tant qu'analysante, je suis sortie. Je te dis, voilà, je me demande est-ce que c'est une intervention, est-ce qu'il voulait dire quelque chose. Et après, je me dis, mais c'est pas à lui de décider déjà à quel moment je finis. si c'est ma dernière séance ou pas. Mais c'est vrai, hein. Et puis, ben, j'ai dit voilà, donc bon, il a entendu ce que je voulais dire toute la semaine. Parce que j'ai prononcé le mot fin, c'est la fin, ou est-ce que c'est la fin, ou est-ce que c'est là. Il a entendu ça, donc il a saisi ça, il a dit sa phrase, et après, donc moi, je peux faire ce que j'ai à faire avec le fait qu'il a entendu ça de cette manière, tu vois. Donc, je peux revenir, je peux écrire, je peux finir si je veux. Ouais, donc ça, c'est, si je finis, donc comment je fais? Bon. Donc après, c'est à moi de jouer. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, il te renvoie quelque chose qu'il a entendu, que tu as plutôt dit et répété. Et toi, aujourd'hui, en tant qu'analysante, tu sais que si tu lui demandes une nouvelle session, il l'acceptera? Oui, non, mais là, quand je te dis que je devais venir le 6 mars, j'avais mon rendez-vous le 7. Le 7 mars. Ouais. Donc, d'accord, donc c'est pas un c'est fini, il claque la porte, d'accord. Non. C'est un c'est fini, c'est un je t'offre ce terme-là qui a résonné et je te laisse gamberger. Bon, il savait pas qu'il allait laisser le gamberger 2 ans, mais et apparemment plus. Et alors justement, j'ai envie de te demander, donc la Russie est en guerre avec l'Ukraine, ce qui t'empêche ou t'interdit de voyager hors de Russie, c'est ça? Oui. Ça fait quoi en tant qu'analysante? Alors je sais pas quelle est vraiment ma question, Inga. Tu peux un peu la prendre comme tu veux parce que j'entends qu'il y a le sujet de la guerre. J'entends aussi qu'il y a le sujet que c'est la guerre qui t'empêche de continuer ton analyse. C'est la guerre qui nous empêche de parler librement. Au premier lieu, et ça c'est super important parce qu'on est, là je parle de la Russie évidemment, parce que ce qui se passe en Ukraine c'est un cauchemar, il faut que ça s'arrête, donc ça tout le monde est d'accord, et donc on est, malheureusement on est un petit peu un piège ici à l'intérieur du pays,
Mais oui, parce que du coup, il y a une loi qui vient de passer qui prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour la diffusion enfin, si tu parles pas bien de l'armée. Mais du coup, toi, aujourd'hui, tu te sens à l'aise qu'on parle de la guerre dans la mesure où tu parles en jeu, tu parles en ton nom, c'est ça? Bah, moi, je peux parler en français, bon, en espérant que ça va pas faire de dégâts. Non, mais franchement, hein, parce que en russe, par exemple, sur mon Facebook, enfin, on peut essayer de dire les choses d'une manière allusive, tu vois. Donc, on utilise les équivoques, tu vois. On dit pas des choses, d'une manière concrète, mais c'est un effort. C'est encore une fois, si tu veux, pour la psychanalyse, c'est l'affaire de l'analyse, en quelque sorte, de trouver un moyen de dire les choses, dans toutes les situations, tu vois. Donc, il faut se prononcer. Et après, donc, ton podcast aussi, tu vois, c'est en quelque sorte, pour moi, et je te remercie, hein, c'est une manière de me prononcer. Là où la parole, quand même, est bien interdite. Et alors c'est assez nouveau, ça fait quelques semaines que la guerre a été déclarée. Est-ce que tu as déjà pensé à des façons comment et donc je te parle de ton histoire. Toi, ton histoire, elle est profondément liée à ton analyste parisien. Alors pardon, pas toute ton histoire, mais ton analyse est liée à ton analyste parisien. Est-ce que tu commences déjà à réfléchir à des façons pour toi de continuer ce travail autrement? À vrai dire, j'ai besoin d'une séance, de quelques séances, où je peux venir et traiter le réel, si on utilise ce terme. Donc, le réel enjeu auquel je me suis confronté. Ah, et puis peut-être, ce sera pas nécessaire de continuer, hein, parce que ce qui se passe là, évidemment que ça touche, évidemment que ça fait en quelque sorte revenir les symptômes, etc. Tu vois, parce que c'est super angoissant quand même ce qui se passe. Ouais, donc c'est-à-dire, tu peux revenir en analyse, c'est mon avis, hein. T'es pas obligé de le faire. Je suis pas obligé de le faire comme avant, je sais pas, tous les jours, hein. Mais si j'ai besoin dans le lieu de la parole, donc je peux élaborer quelque chose sur le divan, je peux revenir, tu vois. Donc ça peut être ponctué, ça peut être quelques séances, ça peut être, tu vois. Voilà, donc Mais ça, c'est pas quelque chose que tu as envie de trouver en Russie. C'est pas quelque chose que tu aimerais trouver en Russie, à Moscou. Le truc, c'est que bon, c'est peut-être un peu orgueilleux de le dire, mais à Moscou, il y a quelques personnes qui sont plutôt mes élèves, tu vois. Donc, c'est-à-dire, je suis en quelque sorte le pionnier, comme on dit, de l'analyse. Une pionnière, ouais. Oui, donc du coup, il y a personne qui parle russe à Moscou à qui je peux m'adresser sauf à moi-même. Ouais, donc du coup, ça c'est pas possible. L'auto-analyse c'est pas possible. Ouais, donc, ce que je fais par contre, c'est je garde ma position de l'analyste, donc j'essaye d'écouter les autres. Tu vois, c'est la seule position que j'ai. Ouais, donc, mais je te franchement, oui. Dis-moi. Non, mais j'aurais pensé à cette phrase que c'est fini. Ouais, donc peut-être ça me donne de la force aussi, tu vois, de me dire que j'étais quand même, prêt à finir mon analyse. Ça veut dire que je suis prête d'assumer la position analytique en tant qu'analyste, tu vois. Ça me donne de force, quoi.
Moi, je te propose justement qu'on passe à la deuxième partie de notre entretien. Inga, la psychanalyste, Inga, la pionnière. Moi, je trouve pas ça du tout orgueilleux, prétentieux. Au contraire. Est-ce que du coup, il te vient un dernier mot comme ça, à l'intuition, ou une conclusion, quelque chose que tu aimerais ajouter à ton témoignage en tant qu'analysante? Qu'est-ce qui me vient? Non, mais je me demandais des fois, tu vois, qu'est-ce que j'allais devenir si je ne faisais pas l'analyse, par exemple. Et je n'ai pas de réponse. Donc, je dis pas que je serais, je sais pas, super malheureuse jusqu'à la fin de mes jours, mais je serais une autre personne. Donc, ça a changé quand même beaucoup mon rapport au monde, mon rapport au savoir, mon rapport à l'autre, grand autre. Donc, je veux dire, c'est lui qui sait, c'est lui qui, qui mène, qui, voilà. Ouais, donc, tu rencontres ta solitude en quelque sorte parce que justement, il n'y a pas du dernier mot, il n'y a pas de la loi fixée pour tous, etc. Mais ça te donne, une souplesse, effectivement. Merci Inga. Merci Guillaume. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, alors je vous propose d'écouter mes autres podcasts. Je vous mets les liens dans le descriptif de cet épisode. Premier podcast, Comment bien se planter, est un podcast pour les entrepreneurs qui veulent débloquer leur rapport à l'échec et à l'argent et développer leur projet dans la joie. Dans ce podcast, je raconte mon propre chemin d'indépendant, mes réussites et mes échecs, et je donne les meilleurs outils qui fonctionnent sur moi et que je transmets en tant que coach pour indépendants. Deuxième podcast, intitulé « Comment devenir sexuellement épanoui ». Dans ce podcast, des hommes queer, homosexuels, bi ou autres, racontent leur chemin de sexualité et d'intimité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Et enfin, un troisième podcast intitulé « Dans les coulisses des céramistes ». Des céramistes plus ou moins expérimentés me racontent les coulisses de leur pratique, leur chemin de réussite et d'échec. Merci et à bientôt dans les oreilles.